Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2 de Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Moi c'est Romain, ou Menro sur les réseaux sociaux, et à mes côtés, comme chaque semaine, je retrouve notre professeur de cinéma et de séries, Gauthier Jorgensen, journaliste cinéma à Satellifax et créateur de Originals. Bonjour Gauthier. Salut Romain, est-ce que tu as passé de bonnes vacances ? Tout à fait, et comme on dit, les vacances c'est toujours un peu trop court, mais ça fait quand même du bien. On est déjà de retour, c'est la saison 2, on est très contents. Tout à fait, et on a pour fêter ça un invité, et oui, et c'est lui, on en parle depuis un peu plus d'un an, Magic Andou, le monteur de ce podcast, un ancien membre de la team Allociné, et notre invité aujourd'hui. Bonjour Andou. T'es ému, hein ? Je suis ému, je suis devant le micro, je suis pas derrière l'ordinateur, oh, c'est incroyable. Merci surtout, beaucoup. t'es enfin là, on peut démontrer qu'on parlait pas à un ami imaginaire. Et en plus, il a une voix, c'est incroyable. Donc bonjour Andou et bienvenue, tu vas être notre invité aujourd'hui et donc évidemment tu pourras en toute fin d'émission me remercier moi-même. On va pouvoir te remercier directement. Je me remercie pour le montage. Merci Andou. Alors au sommaire cette année, puisque c'est un sommaire un petit peu particulier puisqu'il va y avoir un peu de changement. Qui dit nouvelle saison dit aussi nouvelle formule. Alors rassurez-vous, l'ADN de l'émission reste le même, mais on a essayé de vous écouter et pour améliorer encore mieux la formule. Donc concrètement, ça donne quoi ? Au début de chaque émission, une nouvelle rubrique, ça vient de tomber. Une rubrique où on fera le tour de l'actu en 3 news marquantes. On parlera d'annonces de séries, de renouvellement, de nouveaux tarifs de plateforme peut-être, de nouveaux castings. On va en gros se projeter dans le futur. En suivant, vous pourrez retrouver notre gros plan habituel avec un débat critique autour de la sortie de la semaine. Et par contre, cette année, plus de recos de fonds de catalogue de notre ami Gauthier, mais une chronique décalée. Et Gauthier, avec tout mon humour. Je crois justement que cette année, tu comptes bien mettre les pieds dans le plat. Raconte-nous ça. Tout à fait, on va dire les vrais trucs dans la chronique, on va parler des vraies choses qui font bien mal. Non, pas du tout, enfin si, on va mettre les pieds dans le plat de l'actualité de la semaine. La chronique s'appelle les pieds dans le plat. Absolument. En gros, faire un débat autour de la sortie de la semaine, comme tu l'as dit, et on va profiter de cette sortie de la semaine pour mettre les pieds dans le plat, c'est-à-dire attaquer un sujet annexe et étendre sa culture, on espère, avec ces petites questions annexes qu'on va se poser. Cette année, nous n'aurons pas un agenda étendu qui va un peu partout, mais une sélection qui me parle. Et oui, des œuvres que je vous recommande. Vous l'aurez compris, ça va être ma sélection. C'est un peu la watchlist de Menro. Exactement. Bien entendu, lorsque nous serons comme aujourd'hui en compagnie d'un invité, il aura droit à son interview Originals et elle aussi a fait peau neuve et donc je vous donne rendez-vous en fin d'émission pour découvrir ça. Des meilleures questions. J'ai hâte. Au sommaire de aujourd'hui, par contre, le gros plan, il sera dédié à Wednesday, suite et fin de la saison 2 de Wednesday sur Netflix. Vous retrouverez ensuite donc Gauthier pour sa chronique Les pieds dans le plat. Et alors, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui, Gauthier ? Comme c'est Tim Burton, j'ai envie de vous parler de plein de trucs parce qu'on adore tous Tim Burton, mais bon, en vagabondant, j'ai fini par me décider et à vous parler des 5 films de Tim Burton que les gens, ils aiment pas d'habitude, mais moi, je les aime bien, donc je voudrais vous amener à les revoir avec un œil nouveau. Dans ma watchlist, on retrouvera la sélection des sorties sur lesquelles je mise un petit peu cette semaine. Et vous pourrez donc retrouver en fin d'émission l'interview originale de notre ami Andou Raminusson. Vous écoutez Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme en partenariat avec Cinématiseur. Et oui, ça y est! Ça vient de tomber. Ça vient de tomber. Ça vient de tomber. Figurez-vous que, alors là, c'est un petit peu, ça vient pas de tomber tout de suite. C'est tombé cet été, mais on rattrape un petit peu. L'une des grosses news, c'est que la plateforme Max, ça redevient HBO Max. Ça vient de tomber. C'est incroyable. Breaking news. Et oui, la plateforme Max qui s'appelait HBO Max et qui s'était appelée Max se rappelle HBO Max. En gros, on revient un petit peu en arrière. Cette plateforme, elle a fait peau neuve d'ailleurs cet été pour revenir à son nom original. Alors évidemment, c'est un nom qui est plus identifié, plus prestigieux. Il se rattache directement au grand succès historique de la marque, bien avant la création même de la plateforme. On se rappelle de The Wire, de Game of Thrones ou de Rome, pour n'en citer que 3 parmi la quantité de succès de HBO. Voilà, un avis là-dessus Oui, j'ai un avis très tranché là-dessus, c'est que j'aurais bien aimé être là à la réunion où ils ont fait on va s'appeler Max maintenant. Ouais, Max, je suis trop chaud pour s'appeler Max. Max, comment ça claque et tout. Puis après, il s'appelle Max pendant 1 an, tout le monde est là. Quoi ?
Et puis ils finissent par faire ouais non, vous vous souvenez de la réunion? Ouais non, en fait non, on va revenir à HBO Max, c'est mieux. C'était teubé cette idée. Surtout que Max est aussi un nom, un qualificatif pour maximum, Mais oui, on va au max. Pro Max. Ouais, Pepsi Max, j'en sais rien, ça sonne mal Max, ça va pas du tout. Quel était le problème avec HBO Max? Je comprends pas. Donc voilà, HBO Max, c'est le nouveau nom de la plateforme. Mais a priori, il ne devrait pas rechanger avant quelques mois. Non, mais alors je dis ça en toute sympathie envers les propriétaires de HBO Max. Ne nous blacklistez pas, on vous adore et on aime beaucoup plus le nouveau nom. Donc voilà, super, big up à vous. Ça y est, ça vient de tomber. Ça vient de tomber. Figurez-vous que K-Pop Demon Hunters devient le film le plus regardé de l'histoire de Netflix. Alors, est-ce que vous faites partie, vous, des 236 millions de spectateurs du film d'animation de Sony Gauthier? À ton avis? Ando peut-être? À ton avis? Non, mais je veux bien être le 236 millième et 1. Alors, en revanche, je suis tombé dessus. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où mon fils voulait regarder quelque chose et il y avait d'autres enfants pendant les vacances et les autres enfants, ils ont fait « Ouais, si on regardait K-Pop Demon Hunter », donc j'ai conscience que c'est un truc. On en avait parlé rapidement en juin dernier à sa sortie. On le présentait dans Originals comme un mélange entre Cat Size, mélangé avec Totally Spies et Blackpink. Ouais. Et une animation un petit peu inspirée, vu que c'est Sony Pictures, du Spider-Man Into the Spider-Verse, avec des images en moins pour faire un ton un peu saccadé, un peu artisanal, etc. etc. Il faut savoir que donc il détrône la comédie d'action Red Notice avec The Rock, Ryan Gosling et Gal Gadot, qui a 231 millions, donc voilà, 4 millions d'écart, ainsi que Carry On avec Taron Egerton, qui a 172 millions, et Don't Look Up à 171 millions. Non, mais tu vois, maintenant qu'on en parle, j'ai envie de le voir, effectivement. J'ai pas envie de rester éternellement idiot. Enfin, c'est tombé voilà, pendant l'été. Donc ça vient pas juste avant. Juste avant. Vous Voilà. voyez, j'étais moins enthousiaste. Ouais. 3 dates. Voilà, c'est la dernière saison de Stranger Things qui avait à l'époque catapulté Netflix en tête de la course aux plateformes. Alors prenez vos agendas parce que 3 dates qui vont être très stratégiques en fin d'année. Vous savez que Netflix, chaque année, essaye d'avoir pour la période des fêtes des blockbusters. Et cette année, il y en aura beaucoup. Parmi eux, donc, le 27 novembre 2025, 4 épisodes, suivi du 26 décembre 2025, 3 épisodes, et le 1er janvier, un épisode final annoncé à plus de 2 heures, voire 2 heures et demie de temps d'épisode. Mais il y avait déjà un épisode final d'une saison précédente, peut-être de la dernière saison tout simplement, qui faisait cette durée-là, genre 2h30 ou 2h20 ou un truc comme ça. En tout cas, voilà, vous avez les dates maintenant, et on en reparlera dans Originals, évidemment, en temps venu. C'est tout pour aujourd'hui, on passe tout de suite au gros plan de la semaine. C'était enfin le retour de Wednesday sur Netflix. Alors les fans trépignaient d'impatience à la perspective de retrouver la typique détachée et misanthrope héritière de la famille Addams, toujours incarnée par Jenna Ortega et avec toujours Tim Burton aux commandes. Après une mise en bouche de 4 épisodes qui fait office de première moitié de saison, les choses s'accélèrent cette semaine avec la mise à disposition des 4 derniers de cette saison 2. C'est la toute première fois que tu retournes dans une école de ton plein gré? Qu'est-ce que ça te fait? C'est comme revenir sur la scène du crime. Je sais déjà où sont enterrés les cadavres. Du coup, Gauthier, tiens, tant que t'es debout, qu'est-ce que c'est cette série spin-off Wednesday? Alors, si vous êtes de notre génération, c'est-à-dire que vous êtes un petit peu vieux mais pas trop, vous vous souvenez des films La Famille Addams et les valeurs de la famille Addams qui étaient sortis successivement en 1990 et en 1991, je crois. Qui sont pas des films de Tim Burton. On a l'impression que c'est des films de Tim Burton parce que c'est tout gothique et tout ça, mais c'est des films de Barry Levinson, il me semble. Et dans cette famille Addams, il y a déjà... Désolé, mais déjà, ces 2 films sont une adaptation d'une très célèbre série télé américaine qui met en scène une famille toute gothique. Des années 60 même, 50-60. Ouais, c'est ça. Ouais. Je m'y perds parce que comme il y a beaucoup de versions de ce truc-là, on va dire que celle à laquelle on se réfère le plus souvent, c'est celle dont on se souvient avec cette famille qui est dirigée par Morticia Addams et son mari Gomez Addams, qui était joué par Angelica Houston et Raúl Julia à l'époque. Et ils ont 2 enfants.
Pugsley, c'est le petit garçon, et sa grande sœur s'appelle Mercredi Wednesday. Donc, en version originale, elle a été jouée par Christina Ricci. Et donc, Wednesday, réalisé par Tim Burton, est disponible sur Netflix, réalisé en partie par Tim Burton. Hein. C'est créé par Tim Burton, chapeauté par Tim Burton, mais tous les épisodes ne sont pas réalisés par Tim Burton. Là, dans la saison 2, il a fait le premier et le quatrième, je crois. Oui, un truc comme ça. Ouais. Ouais. Et ben, c'est un focus sur Mercredi qui part faire ses études dans une université pour gens un petit peu gothiques comme elle, quoi. Bizarre. Pour gens bizarroïdes. Arrivée dans cette université, elle va donc commencer à résoudre des énigmes et des mystères et à dire les vrais trucs. Elle aussi, elle met les pieds dans le plat un petit peu. Donc voilà, et elle est jouée par Jenna Ortega, qui est la nouvelle égérie de Tim Burton. Tim Burton, il est très très fidèle avec ses acteurs. Quand il aime le style d'un acteur, il le remet souvent en valeur. Et donc là, c'est Jenna Ortega qui se voit proposer le rôle de Mercredi, une jeune actrice qu'on a déjà vue chez Tim Burton dans Beetlejuice, par exemple, tout simplement. Alors, cette deuxième saison, de quoi elle parle ? Eh bien, Mercredi Adams retourne à Nevermore Academy, et cette fois en pleine lumière, puisqu'elle est devenue une héroïne locale après avoir sauvé l'école dans la saison 1. Mais cette notoriété ne rime pas avec tranquillité, puisque de nouveaux ennemis, mystères surnaturels et vie familiale complexe l'attendent dès son retour. Première question que j'ai vraiment envie de vous poser à tous les deux cette fois, votre ressenti global autour de la série et particulièrement de cette saison 2 en doux. Bon, j'ai trouvé ça plutôt divertissant. Donc, alors moi, de base, je vais expliquer un truc, c'est que en fait, j'aime tout. Donc ouais, je vais rarement dire que quelque chose est de la merde. Par contre, je peux trouver pas mal de choses pas très cool dans une œuvre, mais bon, dans la plupart du temps, j'estime qu'il y a assez de gens qui ont réfléchi sur des films pour que ça soit quand même assez cohérent. Donc là, oui, j'ai trouvé ça divertissant. Ce que j'ai le plus aimé, du coup, là, c'est retrouver l'esprit de famille, pour le coup. Parce que vu que la saison 1 était centrée principalement sur Mercredi, les parents qui s'en vont, donc elle se retrouvait dans son internat. Là, j'aime bien, même si c'est un peu capillotracté, le fait que la mère Morticia et le père habitent à côté. J'aime bien retrouver notamment l'oncle Fétide, j'adore, et aussi Bugsley, quoi. Toute la panoplie de personnages. Exactement. Et même on rajoute la grand-mère qui arrive. Enfin voilà, c'est vraiment, là on est plutôt dans la famille Adams. Bon, après on est encore loin des valeurs de la famille Adams, mais bon, c'est pas mal. Gauthier, de ton côté ? Alors déjà, la première avait fait beaucoup de buzz auprès de la jeunesse. Et comment je me sens vieux quand je dis ça. Mais je voudrais dire, et c'est vrai, je le pense, que je trouve ça cool quand les jeunes tombent amoureux d'un truc. Donc je trouve ça sympa qu'ils aient récupéré un petit peu le personnage de Wednesday comme étendard de leur génération, et qui trouvent ça marrant de la voir jamais cligner des yeux et puis faire des danses bizarres qui se refilent sur TikTok et tout ça. Je trouve ça chouette que ça fasse un phénomène. Après, sur ce que c'est de près, moi, il y a un truc qui me perturbe un petit peu et qui me fausse le ton un petit peu de la famille Adams, c'est que, tu l'as dit, c'est l'histoire de Mercredi qui vient sauver une école. Et je trouve ça complètement anti-famille Adams comme esprit de sauver l'école, tu vois, et de devenir une héroïne et tout ça. Elle devrait faire des trucs méchants, tu vois, c'est plutôt ça l'esprit de Mercredi. C'est même l'esprit de la famille Adams, en général, ouais. c'est plutôt c'est une famille qui est vraiment marginale. Et en fait, ce qui était marrant, c'est qu'ils se retrouvent dans des situations, enfin dans des lieux normaux, en fait, on va dire. Et là, en fait, déjà, le fait qu'ils se retrouvent dans une école de marginal, il y a un truc marginaux, en fait, ouais. de marginaux. Du coup, déjà, il y a un peu ce contre-pied qu'on n'a pas forcément. Il n'y a pas vraiment de décalage par rapport Je suis d'accord avec à toi. l'entourage, en fait. Exactement. Les voir dans une situation propre à la famille Adams, au fait, ça Ça les normalise. Ouais, Oui, ça les normalise. Donc, ouais. on se retrouve plutôt dans un espèce d'Harry Potter un peu plus macabre, dans une école d'Harry c'est Potter, ça. à l'école des sorciers un peu plus macabre, que je croiserais dans cette saison-là avec un Véronica Mars en mode j'ai des enquêtes à mener, je dois résoudre des mystères. Voilà, mais on n'est pas c'est un peu ça. T'as bien décrit ça. C'est Harry Potter et Agatha Christie en même temps, quoi. Alors la série mélange horreur, humour noir et teen drama. Cette saison 2 a-t-elle trouvé un meilleur équilibre justement que la première, d'après vous ? Est-ce qu'on a le droit de spoiler un peu la saison 2 ou pas ? Pas les éléments majeurs de l'intrigue. Alors moi j'ai envie de dire, à force de vouloir faire un peu de tout, on finit par faire rien. Oui.
Mais j'aime beaucoup, hein. Je trouve ça très divertissant. Hein. Disons que déjà, il y a le retour de Christina Ricci qui ne joue plus Wednesday, qui ne joue plus mercredi, mais qui joue un autre personnage. Donc, je spoile rien, mais donc... La saison 1, tu peux. Bah, mais c'était la méchante de la saison 1, Voilà. et là, elle revient dans la saison 2. Et moi, je suis... Pardon, moi, je suis assez facilement... Je suis assez facile à séduire, surtout quand c'est des grandes actrices hollywoodiennes. Et je crois que je suis très très amoureux de Christina Ricci depuis toute mon enfance. Donc, toute chose avec Christina Ricci dedans, je signe, j'ai aucun problème. Donc, je suis très content de regarder cette saison 2. Je trouve qu'ils ont bien utilisé le personnage de la chose. Donc, la chose, pour vous rappeler, la chose, c'est une main, juste une main qui court par terre. Et là, comme elle est tout le temps avec mercredi, avec Wednesday, ça devient un peu... un petit chien-chien, un animal de compagnie de référence, quoi. Enfin, c'est à la fois son binôme et son animal de compagnie, et elle est vraiment très chouette. Et puis, Ouais, carrément. Et puis surtout, elle a des émotions. Et ça, Ouais. je trouve ça incroyable dans la manière dont ils transmettent les émotions à travers juste une main. Et c'est là qu'on se dit que finalement, on n'a pas besoin d'un visage, en fait, pour exprimer de la tristesse. Exactement. Et c'est vrai que quand on parle, en fait, on parle avec les mains. Donc en fait, ouais, cette main a quelque chose un peu d'italien. Tu vois ce que je veux dire? On sent quand elle est stressée, on sent quand elle est déprimée, on sent quand elle est contente, on sent quand elle a peur. Enfin, moi, je trouvais l'utilisation, la mise en scène en tout cas de cette main incroyable. Et après, je trouve que un des petits défauts de la série, mais c'est souvent le cas quand on fait des séries un peu événements comme ça, c'est qu'on sent que la série veut aller de bonne scène en bonne scène, de scène sensationnelle en scène sensationnelle. Donc, dans un des épisodes, par exemple, il y a un duel à l'épée hyper dramatique entre Mercredi et sa mère. Et là aussi, je comprends pas bien parce que tu vois, c'est une famille macabre et qu'ils adorent les trucs méchants. Donc, un duel à l'épée, ils devraient se taper dessus à l'épée comme des cons tous les jours, tu vois, en trouvant ça trop rigolo. Et là, on revient dans des codes de attention, le duel à l'épée, c'est un truc très dramatique et pas fun du tout et tout. Et tu te dis, mais ouais, vous faites ça pour la bonne scène, mais ça va pas vraiment avec l'esprit famille Addams. Donc, C'est plus l'esprit, voilà. d'ailleurs, c'est plus l'esprit Zorro. Hein, quand Ouais, on c'est voit, ça. On pense à Catherine Zeta-Jones avec Zorro, un fleuret, ça nous fait directement penser au masque de Zorro. Bah ouais. Donc parfois on a envie de dire, à Tim Burton et à son équipe, est-ce que ça vous amuse vraiment de jouer avec la famille Addams en particulier, ou est-ce que c'est votre petite toile de fond, le truc qu'on vous a filé en vous disant tu me fais un truc style famille Addams, mais en vrai tu me fais le même truc que d'habitude, mais style famille Addams, quoi. Alors justement, tu parles de toile de fond, le décor n'est pas le même, puisqu'on part en Irlande cette fois. Ce changement de décor, ça apporte vraiment quelque chose pour le récit ou l'imagerie, ou c'est factice au final? Alors moi, je trouve que le décor en soi est sous-exploité. Alors là, je vais parler un peu technique, mais ça va être très très rapide. En fait, en gros, vous connaissez la règle des tiers. Wow. Alors rapidement, la règle des tiers, donc non, c'est pas une règle pour expliquer qu'il faut couper la galette des rois en 3. C'est une règle qui explique comment en fait découper l'image en 3 parties pour aider à la lecture d'un plan en fait. Donc en fait, on a la partie gauche, le centre et à droite. Et en gros, c'est un peu ce qu'on utilise dans 90% des films pour créer une image et aider à lire une image. Et plus elle est compliquée, plus ça aide de respecter cette règle. Et là, en l'occurrence, en fait, dans cette saison, en tout cas, j'ai remarqué que cette règle ne s'applique quasiment pas. On est sur une image centrée à 80% du temps. Oui, parce que dans la règle des tiers, ce qu'il faut, c'est mettre le point d'intérêt Le sujet, ouais, sur tu les le mets- frontières des lignes, Ouais, exactement. et En fait, pas au centre des... En fait, l'image est découpée. D'ailleurs, c'est même pas en 3. En fait, cette règle n'a pas de sens. En fait, l'image est coupée en. Donc, il y a deux lignes verticales et 2 lignes horizontales. Donc, en fait, ça crée 9 zones. Donc, en fait, ça devrait s'appeler la règle des 9, mais bon. Et en fait, c'est pas grave. Et du coup, on place en fait le sujet dans une des zones pour que ce soit plus facile à lire. Voilà. Et là, en fait, du coup, la mise en scène ne se soucie pas du tout de cette règle et en fait place toujours son sujet soit au centre, soit utilise une symétrie axiale, c'est-à-dire les plans sont toujours composés de manière symétrique. Et du coup, je trouve ça un peu dommage parce qu'en fait, on n'interprète pas du tout l'image, que ce soit en termes de rapport de force entre 2 personnes qui se parlent, en termes de danger qu'un endroit pourrait susciter, en termes même justement de raconter quelque chose à travers le décor. Là, en fait, le décor, il est limite plat derrière. Donc, je trouve que oui, le décor est sous-exploité, malgré qu'il soit... Je crois qu'il était quand même assez bien fichu. Gauthier, de Oui. ton côté?
Ça m'avait un peu échappé que c'était l'Irlande en particulier, si tu veux. Ça me dit vraiment que je regarde parfois un petit peu les choses d'un œil. Mais non, Andou m'avait dit un truc que j'avais trouvé très juste, hors micro. Il m'avait dit que ça lui faisait penser justement aux valeurs de la famille Adams, donc le deuxième film de Barry Levinson, où il partait en colonie de vacances. Barry Sonnenfeld. Ah, c'est Barry Sonnenfeld. Ouais. C'est pas grave. Barry Sonnenfeld, c'était si, ça a son importance quand même. Barry Sonnenfeld, c'était lui qui était l'ancien chef-op des frères Cohen. C'est pas du tout Barry Levinson. Qu'est-ce que je raconte? Donc Barry Sonnenfeld, oui, il faut me reprendre quand je dis des bêtises. Oui, ça m'avait fait penser au deuxième film de Barry Sonnenfeld, effectivement, et ce truc de c'est la famille Adams, mais ils partent en colonie de vacances. Et évidemment, ça les sort encore plus de leur petite routine et ça va les mettre dans des nouvelles situations où le macabre va être peut-être encore plus drôle, va avoir encore plus d'impact, quoi. Donc Colo d'ailleurs qui est la seule interaction justement des marginaux avec les normaux dans la saison 2, parce qu'ils reprennent le camp là, en fait l'idée de la colo là, ils le reprennent avec une sortie au camp Jéricho. Absolument. Je sais pas si c'est une ref ou pas, mais en tout cas. Et le directeur de l'école cette saison est joué par Steve Buscemi. J'allais vous demander justement l'arrivée des nouveaux personnages. Ouais, donc on a Steve Buscemi, c'est le nouveau directeur de l'école, mais on a aussi Lady Gaga qui arrive pour faire un petit rôle. On retrouve comme ça pas mal de nouveaux visages. Lady Gaga qui arrive pour faire une professeure, il me semble. Ouais, mythique apparemment, une grande professeure historique de l'académie. Donc du coup ces nouveaux personnages, ça vient renforcer un casting déjà efficace. Oui, et puis ça fait des clins d'œil sympas qu'on aime bien. Par exemple, Christopher Lloyd qui jouait l'oncle fétide dans les films de Barry Sonnenfeld, donc là il revient pour jouer un autre prof. Le prof Orloff là dans son. Bah oui, et c'est sympa de revoir, ne serait-ce qu'à l'écran sur le même produit, Christina Ricci et Christopher Lloyd, quoi. C'est quand même un peu mythique tout ça pour notre génération. Du côté de la famille, par contre, t'en parlais tout à l'heure, Andou. Je pensais à l'inscription du petit frère à l'académie. Ça vient changer quelque chose, justement. On peut imaginer Wednesday, justement, maintenant qui a un petit frère entre les bras, où ça change finalement pas grand-chose. J'ai envie de dire que ça change pas grand-chose, justement. Moi, je trouve que pour le coup, le petit frère Bugsley, pareil, son arc narratif est pas très intéressant pour l'instant. Ouais. En fait, du coup, pour le coup, pareil, il a toute une attitude d'un ado juste un peu mal dans sa peau et qui trouve un ami un peu bizarre, tu vois, donc il va se réfugier dans sa geekitude, on va dire. Et du coup, je trouve ça dommage qu'il y ait moins d'interaction avec sa sœur aussi, parce que comme tu me dis, ouais, en tant que sophomore, donc de deuxième année, elle aurait pu avoir une relation avec son frère. Donc là, non. Ouais, d'autant que c'était vraiment un des running gags les plus sympas des films. C'était elle essaie de le tuer tout le temps. Oui, elle le bisute à n'en plus finir, quoi. Et lui, il se laisse bisuter parce que sa grande sœur, il l'adore et tout. C'est quand même assez marrant, quoi. Donc je pensais qu'on allait retrouver ça aussi. Et puis je suis d'accord avec toi, le petit frère est trop effacé, quoi. L'empreinte de Tim Burton, vous la ressentez sur la série ou justement la série maintenant elle vole de ses propres ailes et elle est plus conforme peut-être à un cahier des charges de la plateforme que vraiment du style du cinéaste? Je trouve qu'on la ressent et je veux pas du tout dire du mal de Netflix, hein, mais j'ai un petit peu le sentiment que puisque c'est sur une plateforme et que ça s'adresse aux jeunes, la plateforme a peut-être demandé à Tim Burton de faire gothique, mais pas trop quand même. Et du coup, je trouve ça un petit peu à l'image du vitrail qu'il y a dans la chambre de Wednesday, parce qu'elle a une coloc dans sa chambre à l'université. Leur vitrail est à moitié en noir et blanc et à moitié totalement coloré, parce que la coloc de mercredi, elle adore les couleurs vives et le rose bonbon et tout ça. Et j'ai un peu le sentiment que toute cette série est un petit peu à l'image de ça, c'est-à-dire Tim Burton, mais pas trop quand même. Mais là, où on trouve vraiment Tim Burton, c'est dans le petit court-métrage qu'ils utilisent pour raconter l'histoire du zombie, là. Ah oui, tout à fait. Ouais. C'est complètement le plus Tim Burtonien, les deux saisons confondues. Donc, en fait, l'esthétique de dessin animé rappelle complètement Vincent. Ouais.
Et Le court-métrage, Vincent, ouais, et même, alors je me rappelle plus exactement l'histoire, mais même c'est l'histoire en fait de ce personnage qui meurt et puis qu'on réanime en mettant un cœur mécanique. Je me demande si ça. C'était ça plutôt vient pas. Frankenweenie, ça. Mais, Ah oui, c'était Frankenweenie avec le chien, Ouais, c'est ça, ouais. exactement. Donc voilà, pareil, on retrouve, pareil, c'est aussi l'esthétique de Frankenweenie, c'est sa manière plutôt de dessiner. On retrouve la manière, le style d'illustration de Tim Burton en fait. Merci à tous les deux. Je rappelle que la partie 2 de Wednesday saison 2 est disponible depuis le mercredi 3 septembre sur Netflix. Et d'ailleurs Gauthier, Wednesday et ses camarades de Nevermore t'ont inspiré et sur le sujet tu avais envie de mettre les pieds dans le plat. Oui, tout à fait, on va mettre les pieds dans le plat et on va dire les vrais trucs importants et nécessaires à savoir quand même. J'ai cherché beaucoup d'angles pour cette chronique. Je m'étais dit, pourquoi pas faire les films de Tim Burton qui sont pas vraiment de Tim Burton, mais que tout le monde croit que c'est de Tim Burton. Mais je pense que tout le monde l'a fait 250 fois. On finit par le savoir, hein, que L'étrange Noël de Mr. Jack, c'est pas un film de Tim Burton, mais c'est produit et scénarisé par Tim Burton. Que, comme je vous le disais tout à l'heure, La famille Addams n'est pas un film de Tim Burton non plus. Moi, il y a un truc qui m'étonne, mais Tim Burton n'a jamais réalisé de biopic du chanteur des Cure. Comment il s'appelle, le chanteur des Cure ? Robert Smith. Ah, voilà. Comment c'est possible qu'il n'ait jamais réalisé un biopic musical sur Robert Smith ? Mais vous avez la même coupe de cheveux. Regardez-vous. Et finalement, j'ai préféré me dire qu'au lieu de revenir sur tous les clichés qu'on accroche à Tim Burton, je voulais plutôt vous parler de films qu'on met jamais en valeur dans sa filmographie. Et je trouve ça un petit peu dommage, en fait. Tim Burton, quand les gens citent Tim Burton, ils en parlent toujours pourquoi ? Édouard Romain d'Argent Batman, Voilà. pardon. Batman, Édouard Romain d'Argent, Batman le défi. La planète des singes. Non. Mais marrant. Big Non, Fish. Big Fish, on le cite beaucoup. Charlie et la chocolaterie, on le cite beaucoup. Beetlejuice, évidemment. Hein. Mais il y en a 5, et c'est pas compliqué, c'est les 5 qu'il a sortis pendant les années 2010, que les gens ne citent presque jamais, et voire n'aiment pas du tout. Sont assez prompts à les critiquer. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc, je voulais mettre en lumière ces 5 films qui sont sortis consécutivement en 2012, puis en 2014, puis en 2016, puis en 2019. On commence en 2012 avec 2 films cette année-là. Il y avait d'abord un film d'animation en noir et blanc qui s'appelait Frankenweenie et qui était le long-métrage étendu du court-métrage qu'il avait fait dans les années 80. Frankenweenie, très vite fait, c'est un film d'animation qui parle d'un petit garçon qui voit son chien s'appelle Frankenweenie, se faire écraser sous ses yeux et il se dit c'est tellement horrible, je peux tellement pas vivre ça que je vais devenir un savant fou et je vais réanimer mon chien. Et donc, il réanime son chien à la même manière que Frankenstein. Et donc, le chien devient un petit peu un mi-chien de compagnie, mi-Frankenstein. Et évidemment, ce tandem entre le petit garçon et son chien Frankenstein va s'étendre à d'autres camarades de classe. Et donc, il y en a un qui va avoir un poisson rouge zombie, etc., etc., etc. Et en faisant ça, évidemment, Tim Burton, il livre un film très cinéphile qui fait un hommage, un clin d'œil au film de la Universal, au Universal Monsters. Donc, on se souvient du loup-garou, de la momie, la fiancée de Frankenstein et tout ça. Donc, ce qui est cool avec Frankenweenie, le film, c'est que vous pouvez le voir en famille parce que ça n'effraie pas les enfants. C'est quand même un film d'animation plutôt marrant. Plutôt 2e degré et tout ça. Donc on peut le voir avec les enfants et on peut le voir soi-même en tant qu'adulte en se disant « Ah, je comprends les références cinéphiles, c'est très chouette, c'est très marrant. À un moment, il y a presque un film de kaiju à la fin. Enfin bon, c'est très chouette à regarder. » La même année, 2012, est sorti un film que tout le monde déteste et je ne comprends pas pourquoi. Ça s'appelle Dark Shadows.
avec Johnny Depp dans le premier rôle. Johnny Depp qui joue un vampire qui est enterré vivant, il me semble, et qui revient des centaines d'années après rencontrer sa famille, retourner dans son domicile, son château, et il rencontre ses descendants. Donc, je vous le pitch très rapidement. En gros, c'est Les Visiteurs, mais avec un vampire, quoi. Et je trouve qu'il faut le voir comme ça, d'ailleurs, parce que c'est très probable que Tim Burton n'ait jamais vu Les Visiteurs. Il est très cinéphile, mais peut-être pas jusque-là. Donc lui, il ne doit pas avoir conscience qu'il y a un film qui s'appelle Les Visiteurs, qui a fait des millions d'entrées en France. Et donc, quand il fait Dark Shadows, il est un petit peu obligé de repasser par les passages obligés du film type Les Visiteurs. C'est-à-dire, il y a un très vieil ancêtre qui arrive au temps présent. Qu'est-ce qu'il fait quand il découvre ce que c'est qu'une voiture? Qu'est-ce qu'il fait quand il voit Alice Cooper pour la première fois? Qu'est-ce qu'il fait quand il attrape une télé et qu'il voit Bob l'éponge dessus et tout ça? Donc tous ces moments-là sont plutôt assez marrants. Ce que les gens lui reprochent, j'ai l'impression, c'est que c'est pas un grand Tim Burton. Mais tous les films peuvent pas être inoubliables non plus. Si c'est ça le reproche qu'on lui fait, c'est que c'est oubliable. Les gars, moi j'ai vu 4 Conjuring, je les ai pas tous en tête, voilà, c'est pas grave, c'est pas ça qu'en fait des très mauvais films, quoi. Donc voilà, Dark Shadows avec Johnny Depp, il y a aussi Michelle Pfeiffer là-dedans, il y a beaucoup de gens, il y a Eva Green qui joue une méchante qui veut jamais vieillir et dont le visage se fissure comme de la porcelaine à la fin. Donc en fait, c'est un film que je vous conseille de revoir, n'hésitez pas à vous y remettre. 2014. On passe en 2014, un film qui s'appelle Big Eyes. Un film qui s'appelle Big Eyes avec Christopher Waltz et comment s'appelle l'actrice? Elle s'appelle... Est-ce que c'est Amy Adams? Je l'ai plus parfaitement en tête, mais je vous resitue le contexte de Big Eyes. Big Eyes, c'est un film qui parle d'une peintre qui a vraiment existé et une peintre qui aime dessiner des visages en gros plan avec des yeux énormes comme des sortes de chatons, si vous voulez. Et donc, elle commence à vendre ses toiles et elle commence à avoir du succès. Sauf que toute la critique lui tire à boulet rouge dessus parce que la critique d'art, elle considère que faire des portraits de gens avec des yeux de chatons, c'est complètement vulgaire, c'est pas de l'art, c'est gnangnan, etc. Et à partir de là, en plus, il y a une lecture qui est assez... fine sur le sexisme du milieu de l'art. Est-ce que c'est parce que c'est une femme qu'on tire à boulet rouge dessus, tout simplement? Et puis en plus de ça, son mari commence à essayer de récupérer sa fortune. Et il voit bien qu'il y a un petit billet à se faire sur sa femme qui a un filon, et donc il commence à l'encourager, et voire même peut-être à co-signer ses tableaux et tout ça. Donc les gens ne sont pas du tout allés voir ce film. Il est à peine considéré comme un film de Tim Burton. Je veux dire, c'est très rare que les gens ici citent Big Eyes dans la filmo de Tim Burton. Et pourtant, c'est dommage parce que c'est un film très fin sur qu'est-ce que l'art, tout simplement. Si la dame, elle fait des portraits avec des grands yeux de chaton et que les gens, ils aiment bien ça, t'es qui, toi, pour aller lui dire « Non, madame, c'est pas de l'art ou c'est vulgaire ce que vous faites », tu vois. Donc ça, j'avais trouvé ça très, très fin. Ensuite, en 2016, il y avait eu Miss Peregrine et les enfants particuliers. Est-ce que vous vous rappelez de ce film ? Avec Eva Green. Avec Eva Green dans le premier rôle, effectivement, qui joue un petit peu... c'est un peu la même partition que Wednesday, finalement, tout ça, parce que c'est une école pour enfants très, très particuliers. Je me demande si c'est pas adapté, d'ailleurs, d'un roman jeunesse, ce film. Sûrement. Et je trouve que, pour une adaptation de roman jeunesse, c'est un petit peu... voire même beaucoup plus macabre et sombre et transgressif que bien des adaptations de romans jeunesse qu'on voit, si tu veux. Moi, ce que je reproche, par exemple, à Hunger Games, quand je regarde des films de la saga Hunger Games, c'est que t'as jamais trop de doute sur qui va s'en sortir et qui va y passer, si tu veux. C'est jamais très transgressif, quoi. Alors que là, Miss Peregrine et les enfants particuliers, quand ça raconte des choses tristes sur ce que c'est que d'être un enfant différent, ça va vraiment, vraiment dans la tristesse, si tu veux, quoi. Et donc, on ressort de ce film en ayant vu un film pour ados de qualité et en même temps avec un petit peu les sentiments chamboulés quand même, quoi. Il y a vraiment des passages assez macabres. Et pour finir, mon préféré sans doute, en 2019, je vous rappelle que Tim Burton a adapté Dumbo. Dumbo, le classique Disney, il l'a remis au goût du jour en live action.
Il avait déjà fait ça, évidemment, hein, on s'en souvient, avec Alice au Pays des Merveilles, mais moi, perso, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, perso, je préfère me scier la jambe que de revoir Alice au Pays des Merveilles, tellement je trouve ça mochissime, quoi. Et j'ai été très impatient de voir ce qu'il allait faire de Dumbo, parce que Dumbo, c'est mon Disney classique préféré. Et je trouve que non seulement il adapte Dumbo de manière assez fidèle, assez ingénieuse, on retrouve de la poésie pure et simple à regarder ce petit bébé éléphant secouer les oreilles et se mettre à planer et tout ça. Enfin, ça marche toujours. Mais en plus de ça, il a la finesse de mettre à jour le dessin animé pour qu'il puisse plus tomber dans les travers un petit peu grotesques, racistes, voire consuméristes, horribles de l'époque. Donc, il arrive à le moderniser, à le rendre toujours valable aujourd'hui, quoi. Et surtout, Tim Burton lui-même arrive à glisser. Ça se voit qu'il s'identifie à ce petit éléphant qui est mal dans sa peau. Donc, il arrive à glisser son propre message dans le film, puisque le film contient une parodie de Disney, une parodie de parc d'attractions Disney. Il le dit à demi-mot, mais enfin, ça se voit quand même. Et si tu veux, le sous-texte, c'est Disney m'exploite un petit peu comme le parc d'attractions exploite ce petit éléphant volant. Et d'ailleurs, finalement, c'est une ironie, mais le film n'a pas marché et Tim Burton a dit qu'il ne s'associerait plus à Disney à partir de là, si tu veux. Donc, je trouve que c'est très, très valable, que c'est très... ça reste un film touchant. Il y a du double discours, c'est assez intelligent. Il y a plein d'acteurs qu'on aime là-dedans, puisqu'il y a Michael Keaton qui revient en méchant, il y a Colin Farrell, il y a Eva Green, il y a Danny DeVito, il y a plein de gens. Donc c'est une belle synthèse de tout le cinéma de Tim Burton à voir et à revoir et à re-revoir. C'est sur Disney+, je vous le recommande chaudement. Et je trouve ça beaucoup mieux que d'imaginer une suite à Beetlejuice qui s'appellerait Beetlejuice 40 ans après, dans laquelle on refait Beetlejuice, mais pas trop. Enfin bon, voilà, je trouve que c'est un meilleur programme, même si c'était sympa Beetlejuice aussi. Mais voilà, s'il vous faut 5 films de Tim Burton à revoir et à reconsidérer, revenez sur cela. Merci Gauthier pour ces conseils. On enchaîne tout de suite avec les sorties de la semaine. Cette semaine, on va parler des sorties du 1er au 7 septembre qui m'ont marqué et sur lesquelles je pose une sérieuse option. Ça a commencé depuis lundi 1er septembre sur Paramount+, avec un film. Un film, alors, aviez-vous déjà imaginé Nicolas Cage en surfeur ? Ah, j'adore, ouais, merci d'en parler. Eh bien, merci. C'est maintenant chose faite, puisque The Surfer, un thriller psychologique présenté en séance de minuit à Cannes cette année. Hein, L'année dernière. Donc, disponible sur Paramount+. Alors, c'est quoi le pitch ? Parce que c'est pas si sympa que ça en termes de légèreté. Hein. C'est quand même un film beaucoup plus profond et sombre, puisque c'est l'histoire d'un père qui revient sur la plage australienne de son enfance avec son fils pour y surfer. Mais là, il y a un gang de surfeurs locaux qui va les repousser. Il est humilié devant son propre fils et du coup, le protagoniste va sombrer dans une lutte psychologique étrange, dans une atmosphère tendue, presque irréelle, et une lutte obsessionnelle qui flirte avec la folie. En fait, c'est juste que le gang lui a piqué sa planche de surf. Et ben voilà, il ne fallait pas piquer la planche de surf de Nicolas Cage. Voilà comment. C'était le pitch de John Wick, mais en version surfeur. Alors, à la réalisation, c'est Lorcan Finnegan, et donc on retrouve Nicolas Cage dans le rôle du père divorcé surfeur, et feu Julian McMahon dans le rôle du leader des surfeurs locaux. Voilà, donc voilà, je sais pas, tu l'avais vu toi Andy ? Ouais, je l'ai vu, c'était un de mes coups de cœur pendant Cannes de l'année dernière. Et donc ça arrive sur Paramount+. J'adore l'idée d'un gang de surfeurs locaux, ça me fait tellement marrer, c'est comme la mafia des huîtres de l'année dernière, là. C'est trop bien quoi. Toujours depuis le 1er septembre, on va passer sur Prime Video pour une série télé. Ça s'appelle The Runarounds, c'est en 8 épisodes. Et en gros, c'est une série qui répond à la question, mais comment percer dans le milieu musical, dans un monde où justement l'industrie musicale ne laisse pas vraiment sa place à ceux qui n'ont ni argent, ni notoriété, ou pas de réseaux sociaux. C'est une série qui est entre, on va dire, Daisy Jones and the Six, le manga Beck,
et sur un ton qui pourrait parfois se rapprocher de la série Skins. C'est quoi le pitch ? C'est l'histoire d'un groupe de lycéens fraîchement diplômés de Wilmington, en Caroline du Nord, qui forment un groupe de rock durant l'été, suivant leur sortie du lycée. Et la série, elle va questionner leur choix de vie. Alors, études versus musique, qu'est-ce qu'on choisit ? Dans un récit où rêve, amour, amitié, évidemment, se mêlent, et le tout sur une bande-son originale jouée par les musiciens et les acteurs directement. D'accord. Est-ce qu'ils finissent la série avec la réponse à la question comment on fait pour percer dans le milieu de la musique quand on n'a pas d'argent et pas de connexion et tout ça ? Eh bien, il faut regarder la série et attendre peut-être une saison 2 si ça a du succès. Parce que si vous voulez, moi je sais comment on fait pour ne pas réussir dans le milieu de la musique quand on a... Je l'ai fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le 3 septembre, toujours sur Prime, on a eu... Alors, est-ce que vous vous souvenez du film Ice Road ? Non. En 2021. Mais si, en 2021. Même, je peux vous donner un indice. Ça s'appelle La Route de la glace au Québec. Si. Ah bah oui, je l'ai vu avec... alors c'est pas Liam Neeson, mais c'est... C'est avec Liam Neeson. C'est celui-là. Ah mais oui, carrément. Alors voilà, c'est un Carrément. film d'action avec Carrément. Liam Boom Boom Neeson, Ouais, j'adore. mais cette fois dans la neige. Et ben voilà, Prime Video persiste C'est un et re-signe avec le même réal et la même équipe, et ça s'appelle Ice Road Vengeance. Ah. En fait, c'était un côté The Sorcerer, mais dans la neige, le premier. Et bien là, justement, Mike se rend au Népal pour disperser les cendres de son frère défunt sur le mont Everest. Et lorsque Mike et son guide de montagne croisent des mercenaires à bord d'un bus de tourisme, ils sont contraints de se battre pour sauver leur vie, les passagers et la terre des villageois locaux. J'aimerais beaucoup parler à Liam Neeson un jour parce que je voudrais comprendre ses choix de carrière. Parce que c'est quand même le mec de la liste de Schindler, tu vois. Oui. Pourquoi arrivé à 60 ans, il s'est dit maintenant ce que je vais faire, C'est péter des gueules. C'est péter des gueules, faire des clés de bras. Pourquoi ? Et alors, ce qui est très marrant, vous allez me dire, mais enfin, mais Romain, tu nous avais pas dit que tu faisais une sélection des trucs que tu peux. Alors oui, mais moi j'aime bien les films un peu décérébrés de Ah oui, deuxième partie bah de oui. soirée Ah, pour évidemment. s'aérer et tout ça. Et les directs ou DVD de l'époque, VHS, ça fait le bonheur des soirées pizza entre copains et copines. D'autant plus que il y a plein de super films qui sortent dans le catalogue, mais ça fait pas partie des choses dont on parle dans Originals, des fonds de catalogue. Il y avait quand même Will Hunting qui revient, il y a Get Out, il y a Black Clansman, il y a l'intégrale de Fast and Furious, tout ça sur Netflix, il y a Rain Man, Robocop, la trilogie, Gone Girl sur Prime Video, il y a plein de fonds de catalogue, mais on a aussi Ice Road Vengeance avec Liam Neeson. J'aime beaucoup. Et ça, c'est bien. On va finir avec un truc un petit peu qui sort des sentiers battus aussi. Ça se passe sur Apple TV+, et ça sort aujourd'hui, 5 septembre. C'est Et si Spike Lee revisitait Akira Kurosawa ? Bah oui, et qu'est-ce qui se passerait si Spike Lee revisitait ? Alors, il n'y aura pas de samouraï. Hein. Non, non. Il n'y aura pas de samouraï. J'allais dire un Black Samurai, un truc Non, comme ça. Mais c'est pas tout ça. Ce sera un remake de High and Low, donc Entre le ciel et l'enfer de 1963 de Akira Kurosawa. Ah mais oui, j'avais vu passer cette info, oui. Et donc ça a été pareil présenté en hors compétition au Festival de Cannes encore. Et voilà, l'histoire c'est quoi ? C'est qu'à New York, un magnat de la musique est confronté à un dilemme moral lorsque son fils est enlevé par des ravisseurs qui exigent une rançon exorbitante. Ce thriller donc moderne s'inspire du film High and Low d'Akira Kurosawa, lui-même adapté du roman King's Ransom de Ed McBrain. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est donc réalisé par Spike Lee, coécrit avec Alan Fox, et au casting on retrouve Monsieur Denzel Washington, Jeffrey Wright et le rappeur A$AP Rocky. Donc on a quand même un gros casting autour de ça. C'est donc disponible aujourd'hui sur Apple TV+. Ce sera tout pour aujourd'hui niveau sortie. On enchaîne directement avec l'interview Originals de notre invité. Andou, je te rappelle le concept. 10 questions en moins de 10 minutes pour mieux cerner quel utilisateur de plateforme tu es. Est-ce que tu es prêt ? Ouais, mais on est d'accord, je peux répondre après chaque question ou je dois garder les questions dans ma tête et répondre à la fin dans l'ordre des questions que tu m'as posées. Tel un burger quiz. Ça, c'est dans une autre émission. Ah oui, attends, pour moi. Ça, c'est dans une autre émission. Ça devrait aller. Et Alors. il n'y aura pas de Cherokee à gagner non plus. Oui, d'accord. Bon. Ni de PT Cruiser. Attention, Andou, quel est ton premier souvenir de plateforme ? Je pense que mon premier souvenir de plateforme, c'était House of Cards. Sachant que j'avais commencé avant je la regardais avant en mode piratage. Pas bien. Ouais, pas bien. Ouais. Et un jour, j'ai découvert qu'en fait, je pouvais la regarder sans galérer, aller chercher des sous-titres sur des sites un peu obscurs. Et c'était une révélation. Donc, Et donc, dès le début de Netflix. Ouais, au début de Netflix, c'était House of Cards. Et en fait, genre par Stranger Things, je me suis mis que vachement plus longtemps après. Mais ouais, c'était House of Cards. Est-ce que tu dirais que ta consommation de cinéma a changé depuis l'arrivée des plateformes ?
Non, pas spécialement. Je continue toujours d'aller au cinéma. Je vais un peu moins, mais c'est plus par rapport au fait que je suis devenu papa plutôt qu'au fait que les plateformes de streaming soient arrivées. Tu regardes des contenus sur ton téléphone? Non, quasiment jamais. Et en x2? Non, parce que j'estime que, en fait, par respect pour tous ceux qui travaillent dans l'industrie du cinéma et des séries, en fait, on peut aussi demander est-ce que tu écoutes des musiques en x2? En accéléré, ouais. En accéléré, est-ce que tu écoutes Eminem en accéléré? Déjà que tu as l'impression qu'en l'écoutant en x1, c'est du x2. Non, et puis, en fait, j'arrive pas à. Je me dis que je pourrais pas vraiment apprécier une œuvre. Donc, en fait, mon avis sera biaisé à partir du moment où je l'accélère, en fait. Parce que déjà, en tant que monteur, en fait, du coup, pour moi, le rythme a une importance tellement énorme que voir un film en x2, c'est pas respecter le monteur qui était derrière. Donc, rien que pour tous les monteurs, si vous m'écoutez, je vous respecte. Represent. Voilà. Jusqu'à quelle heure tu peux binger? Alors, en moyenne, je peux binger jusqu'à 1h30, 2h, en moyenne. Après, j'ai eu des pics jusqu'à 3h, 4h. Alors justement, c'est quoi ton binge award, genre le pire tunnel de visionnage non-stop que t'aurais fait? Sur les plateformes? Ouais. Je dirais que, alors, honnêtement, je crois que c'était Baron Noir. Baron Noir sur Canal+. J'ai siphonné les 3 saisons. D'un coup? En peut-être 4 jours. Ah ouais, C'est pas mal. 4-5 jours, ouais. C'est pas mal, on tiendra un livre des records, je Ouais. pense, Ouais. au fil de la saison. Est-ce que tu regardes ta watchlist? Alors, Est-ce savez, que t'en as c'est- une? Est-ce que t'en as une? Alors, j'en ai une, ouais. Ah ouais, j'en ai une. T'en as Ah, une mais- par plateforme, mais est-ce que tu les regardes? Ouais, en vrai, je crois que ma watchlist, elle est plus longue que tout le catalogue réuni, en fait. Donc, ouais, j'ai une watchlist. Je la regarde de temps en temps, mais j'avoue que j'ai l'impression que c'est plus une vitrine en mode ça, je vais la regarder. Ça, c'est mes kiffs, quoi. Ça, c'est mes kiffs, ouais. Alors, juste, est-ce que tu peux peut-être nous citer un truc qui est dans ta watchlist et que tu sais que tu regarderas, mais jamais? Ouais, alors, je pense que j'ai mis une série norvégienne. Parce qu'à une époque, j'étais très série politique, tu vois. Et je pense que, je me rappelle plus le titre, mais il me semble avoir ajouté une série norvégienne, mais je sais pas si je la regarderai un jour en vrai. Est-ce que les recos de l'algo, alors quelle que soit la plateforme, elles sont pertinentes pour toi? Elles sont pertinentes dans une moindre mesure où en fait, dès que, par exemple, une fois, je me rappelle, j'avais enchaîné les Fast and Furious. Et du coup, il m'a proposé d'autres films de voitures. Sauf que, J'ai fait le tour du sujet, je crois. Donc, c'est vrai que sur le coup, le gars est très, très perspicace. Mais au final, je dirais oui et non. Parce qu'en fait, déjà, moi, j'ai une curiosité assez folle. Je peux partir du cinéma américain en passant par les autres cinémas asiatiques et tout ça. Donc, j'ai envie de regarder vraiment tout le cinéma du monde et tout. Donc, je dirais que l'algorithme n'a pas trop d'impact sur moi. Question business, est-ce que les films de plateforme devraient recevoir un Oscar? Tu veux dire, est-ce qu'il mériterait d'en avoir un? Ou est-ce qu'il mériterait d'être dans la compétition? D'être dans la compète. Ouais, est-ce que c'est normal que les films de plateforme veuillent les mêmes prix que les films pas de plateforme? Les films de cinéma? J'ai envie de dire oui. C'est tout à fait légitime que les films de plateforme soient en compétition. Par contre, je ne remettrai aucun Oscar à des films de plateforme. Mais ils peuvent se retrouver en compétition. Mais du coup, ça voudrait dire que techniquement parlant, si je suis ce que tu dis, n'importe quel téléfilm, pas sur plateforme, mais sur films qui vont à la télévision, devrait pouvoir concourir aussi. Non, parce qu'en fait, ce que je voulais dire, c'était par rapport aux films, par exemple, sur les plateformes qui ont eu des sorties cinéma aussi. À partir du moment où ces films... alors, techniquement parlant, en France, il n'y en a pas. Oui. C'est ça. Et oui, c'est ça. Par exemple, The Irishman, qui était sorti au cinéma aux États-Unis, pour le coup, je trouve que oui, il a complètement sa place dans une compétition des Oscars, un truc comme ça, quoi. Ouais. Mais après, peut-être que tous les films... Après, tous les films ne méritent pas d'être en compétition, mais pour le coup, je trouve qu'il y a des films qui sortent qui pourraient mériter... Marriage Story, pareil, celui-là, je le mettrais complètement dans une compétition de films. Mais il a eu des Oscars, je crois. Ah bah voilà, donc tu vois. Il me semble qu'il a eu il y a comment elle s'appelle, Laura Dern là-dedans. Laura Dern, ah oui, en supporting actrice, Ouais. t'as raison, elle a gagné. Ouais. Si tu étais une plateforme, tu serais laquelle? Je dirais que je serais Disney+. Ouais, un petit peu
une âme d'enfant qui aime bien à la fois naviguer dans des univers différents, qui retrouve toujours un peu, même si en ce moment mon âme d'enfant est un petit peu, un peu, on va dire, saccagé parce que s'ils sortent de l'univers Star Wars. Mais quand même, beaucoup de Madeleine de Proust. Il y a les anciens. Il y a les anciens, voilà. Donc j'aime bien cette. Et puis surtout maintenant, j'adore regarder cette plateforme avec mon fils. Et c'est une autre manière en fait de découvrir le cinéma et les séries que de le voir avec son enfant, je trouve. Donc là, là, je dirais que je suis vraiment. En fait, je pense qu'au début de ma vie, au début de ma jeunesse, j'aurais été à fond Max. J'aurais été à fond Max. HBO Max. Ah ouais, grave. HBO Max, ouais. J'aurais été HBO Max, mais à fond. Moi, j'ai poncé tous les séries cultes d'HBO. J'adore cette chaîne à la base. Donc, je ne peux être que fan de cette chaîne, mais en évoluant, maintenant, je dirais que je suis plus en Disney+. Très bien. Merci beaucoup, Andou. Eh ben, merci beaucoup. C'était trop cool. Merci d'avoir aussi été avec nous aujourd'hui, notre premier invité de cette saison 2, puisque c'était Original saison 2, épisode 1. Oui, comme ça, tu as pu voir le studio. Tu vois, c'est ici. C'est d'ici qu'on te parle. On remercie bien sûr notre partenaire Cinématiseur pour sa confiance et son soutien, ainsi que justement Magic Andou qui est là. Bravo. Ah, trop bien. Merci à moi-même pour le montage que je vais faire. On se retrouve quant à nous vendredi prochain à 17h pour toujours plus d'actu ciné, série, doc ou animé et toujours plus de créations originales. Bye bye. Bye bye. Salut.